Oyez, c'est vendredi. On est très très heureux de vous retrouver, d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk et nous sommes, comme tous les soirs, ravis de vous savoir nombreux et fidèles à nos côtés. Ce soir, au cours de ce rendez-vous, eh bien, je serai en compagnie de la magnifique Sarah El Wadili. Bonsoir Sarah, comment ça va? Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ouais, ça va très très bien. Comme c'est vendredi, on peut se permettre un petit commentaire. Les cheveux, comment dire, relâchés? Au naturel. Au naturel, c'est ça, exactement. Et monsieur André Bois nous a rejoint ce soir sur le plateau des Grands Talks. Bonsoir André, comment ça va? Bien le vendredi? Ça va bien, ouais. Comme très souvent le vendredi, je vous retrouve à Brice avec beaucoup de plaisir. Salut Sarah. Et quand je fais un commentaire sur les cheveux, les cheveux grisonnent. Oui, écoutez, c'est un tout petit peu maintenant la marque. Exactement, exactement. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est magnifique. Et sur notre plateau ce soir, exceptionnellement, nous rejoint notre cher Nick Zeden. Ben oui, quand même. Donc, baptême de feu. Bonsoir Nick, comment ça va? On vous ovationne. On dit bienvenue sur le plateau du Grand Talk. Bon, on vous a vu en tant qu'invité, là vous revenez en chroniqueur et on est sûr que l'une ou l'autre des aventures s'annonce tout aussi palpitante. Bah ouais, c'est ça, c'est bien. Moi, je parle pas de cheveux. Hein. Je vais arrêter mes commentaires sur les cheveux à votre niveau. Magnifique la coupe de cheveux également. Merci. Au cours de cette émission, nous serons en compagnie également de Annie Tchélé. Elle viendra nous parler de son livre, de son ouvrage. Et si c'était à refaire, confidence sur un parcours de vie, en compagnie d'Annie Tchélé, ça sera tout à l'heure, en tout cas juste après le JT. Pour l'instant, les amis, on va évoquer ce soir notre grande révision à l'international. Eh bien, on l'a su, hein, la cour d'appel a condamné la cour d'appel de Paris, donc a condamné Nicolas Sarkozy, ancien président français, à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme. Eh bien, cela suscite un tout petit peu de commentaires à travers le monde. Sarah, retour sur l'histoire qui conduit à la condamnation de Nicolas Sarkozy. L'histoire de ces fameuses, là on parle de corruption, mais l'histoire est adossée à la fameuse affaire des écoutes Bismuth. Tout à fait, on est face à une affaire quand même qui est sans précédent. Donc je le rappelle, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait été condamné déjà en 2021 lors de cette affaire qu'on appelle l'affaire des écoutes Bismuth. Il s'agit en fait ici du nom qui avait été attribué à une carte SIM, une carte téléphonique qui avait été achetée donc sous un faux nom par apparemment l'ancien président et où on aurait pu entendre en fait des conversations entre lui-même et son avocat concernant une autre affaire. Une autre affaire, tout à fait, afin de entre guillemets, corrompre un ancien magistrat et d'obtenir des informations en fait sur une autre affaire qui était en cours à l'époque, l'affaire Worth-Pétancourt. Et donc suite à cela, l'ancien président a été condamné pour corruption et trafic d'influence à une peine à l'époque aussi de 3 ans, enfin d'emprisonnement également. Et donc le président a fait appel de cette décision et le 17 mai, donc il y a 2-3 jours seulement, eh bien, la Cour d'appel a réitéré, a reconfirmé cette condamnation avec 3 ans d'emprisonnement dont 1 ferme. Et effectivement, l'ancien président ne fera pas de prison ferme en réalité, hein, il aura un bracelet électronique, donc il passera sa condamnation S'il va à pas son en cassation, domicile. par exemple. S'il décide de ne pas partir en cassation. Oui, s'il décide de ne pas partir en cassation, ensuite sa peine sera exécutée à travers un bracelet électronique. Mais moi, mon commentaire, c'est que la France, pour le coup, sur ce procès, ressemble à une république bananière. Parce que, pourquoi vous dites ça? Oui, monsieur, je vais vous expliquer que des juges français aillent au bout d'une affaire d'écoute entre un avocat et son client. Imaginez, ça avait été en Côte d'Ivoire. Tous ces coopérants français, enfin tous ceux qui nous observent, auraient dit « Ah, en Côte d'Ivoire, la justice ose juger une affaire d'écoute entre Laurent Gbagbo et son avocat. » Voyez-vous. Et c'est ça. Qu'est-ce qui vous embête dans le c'est ce que je vous dis, dans la procédure de cette affaire? Le principe, c'est même un braqueur. Prenez un braqueur en France, un braqueur qui parle avec son avocat, quand il est écouté, la justice annule ses écoutes. Parce que la preuve n'est pas acceptable. Oui, mais alors, je parce pense que non, je vais finir là-dessus. Ça, c'est un cas de jeu, vous pouvez demander à tous les juristes que vous voulez. Quand un avocat parle avec son client, il y a un sceau qui ne doit pas être violé, ni par la justice, ni par qui que ce soit. Donc, c'est un peu comme si on rentrait sans mandat de perquisition pour récupérer des preuves. Voilà, on ne peut pas. On donc invalide. Là, évidemment que, pourquoi je parle de République bananière? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les juges français, sur ce coup-là, sont très politisés. Ce n'est pas parce que c'est la France, mais ça montre que moi, parfois, je dis,
ne faut pas juger les juges africains durement. Même les juges français sont politisés, ils ont des opinions. Et là, pour le coup, c'est parce qu'ils sont très politisés qu'ils vont jusqu'à condamner un président sur une écoute entre lui et son avocat. C'est inédit. André, quand on parle souvent de politisation de certains juges, en tout cas de juges politisés, souvent on se dit, par exemple, dans le cas d'espèce, on veut l'empêcher d'être candidat à une élection, ainsi de suite. Là, par exemple, qu'est-ce qui gagnerait les juges à avoir la tête de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, pendant sa gouvernance, avait attaqué durement les juges. Que vous voulez savoir. Il a attaqué durement les juges. Parfois, il les a traités de petits pois, enfin des gens qui se ressemblaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se démarquer. Et donc, il était un des présidents à vouloir réformer le système de justice français, simplement parce que c'est un système, à l'image, différemment du système américain, qui est un système où le procureur, lui, il instruit, si vous voulez, à charge et à décharge. Alors que dans le système français, très souvent, on instruit vraiment à charge, quitte à celui qui est en face d'essayer de se débattre. Donc Sarkozy était vraiment dans un modèle de changer le système français. À juste ou à raison ou à tort, en tous les cas, entre lui et la justice, c'était pas vraiment très bon. Donc vous pensez que c'est une dent qu'ils ont gardée contre lui, qu'ils lui en veulent? Bon, alors, évidemment. Alors, termine avant d'avoir l'avis de Nick Zeden. Oui, je veux juste réagir par rapport à ce que j'entends au sujet des écoutes. Les écoutes sont parfois autorisées à partir du moment où on obtient une autorisation judiciaire. Si on pense qu'on est dans le cas d'une affaire grave qui peut être potentiellement condamnée à de la prison, et c'est le cas ici, minimum 3 ans, eh bien, il est possible de tenir une autorisation judiciaire, donc tout est cadré, pour écouter des conversations. C'est tout à fait possible, ce n'est pas quelque chose qui est complètement illégal. Et on est dans le cas... Est-ce que l'avocat de Nicolas Sarkozy, vous l'avez bien entendu, est-ce que l'avocat de Nicolas Sarkozy, par exemple, a évoqué le fait que ces écoutes-là sont illégales? Oui, bien sûr, je pense que c'est l'argumentaire principal. Non seulement, ce n'est pas juste l'avocat de Sarkozy, mais le bâtonnier de Paris et tous les avocats, ils dénoncent cette affaire. Ils dénoncent le fait d'écouter un avocat et son client. En fait, quand elle dit ça, mais évidemment... Pourquoi prendre une fausse puce alors dans ces cas-là et prendre le nom on va y arriver. Oui, parce que moi, ça m'intéressait. Si on veut rentrer même dans l'affaire, c'est bien parce qu'il y a des écoutes. Parce que moi, si je veux quand même parler avec Brice à un moment, que je soupçonne les gens de m'écouter, excusez-moi, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais prendre la puce de mon frère pour appeler Brice. Peu importe ce que je veux dire. On ne va pas soupçonner quelqu'un juste parce qu'il décide de prendre une autre puce pour appeler... Non, je suis d'accord, mais les soupçons, je pense, qui pesaient contre lui étaient quand même assez importants et assez graves. Et pour le coup, en l'écoutant, ils ont eu, si vous voulez, les informations. Et puis, il y a d'autres affaires, c'est pas comme s'il était... Mais c'est intéressant, l'affaire Bettencourt. Il y a plusieurs histoires. Parlons-en, Brice, pour vous poser une question tout à l'heure. Et puis, parlons aussi de l'affaire Big Mano, parce qu'il y en a pas mal. Bettencourt, qui était le soupçon, Nicolas Sarkozy a été élargi par la justice. Enfin, c'est paradoxal, voyez-vous? C'est-à-dire que l'affaire... Sur laquelle on le soupçonnait, oui, qui a décidé. Ils ont décidé d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien pour l'accuser dans le cas de l'affaire Bettencourt. Elle est finie, on dit non, là-bas, on n'a rien à lui reprocher. Mais on va le condamner. Ça, c'est vrai, mais par contre... Mais c'est vrai, non, mais justement... Bon, tous les deux, je comprends votre débat. Mais écoutez, je vais voir l'avis de Nick Zeden sur la question. Retournons, adaptons ça à nos réalités. Votre point de vue, Nick Zeden, sur cette question? C'est intéressant qu'un ancien président soit jugé. Et comme nous aimons bien copier tout ce qui se passe en France, voilà un exemple. C'est pour dire que tout le monde est justiciable. Ils ont fait appel, non? Oui. Et c'est un appel, ça a été confirmé. Maintenant, s'il veut aller en cassation, qu'il dit, moi ce que je retiens, Sarkozy, un ancien président, devant la justice, et ils ont suffi que les juges français soient politisés ou pas. On vient d'avoir tous les éléments pour confirmer ce qui avait été décidé en première instance. Moi, c'est ce que je retiens. Très bien, mais Nick, si vous vous arrêtez là, moi, j'allais dire, les bras m'en tombent. Parce que s'il s'agit juste de dire que le président a été jugé, en même temps, ce qu'on recherche dans la justice, c'est que la justice dise le droit, dise la justice, on va dire. Il ne s'agit pas de violer un des principes de base de la défense, c'est qu'on n'utilise pas... Non, Julien, j'ai oui, parce que son point, oui. Mais sauf que, d'accord, qu'il soit président ou pas président, je vous dis que dans le système même français, on autorise les écoutes, évidemment. Non, mais là, sur le point de Nick, par exemple, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Ce qu'elle salue, c'est que le fait aujourd'hui qu'il n'y ait personne au-dessus des lois. Oui. C'est ça.
Non, mais... Fut-il l'ancien président? Mais je pense que c'est le mauvais exemple. Non, ce n'est pas un pense, mais mauvais non, exemple. je pense que c'est le mauvais exemple. Qu'est-ce que c'est? Pour dire qu'il pouvait partir en procès Mais et puis même André, être acquitté. est-ce que On a vu ces le président Laurent avocats- Gbagbo, il est parti. Vous pensez Malheureusement, que- ça a duré 10 ans. Mais quand il est revenu libre, il a été acquitté. Et regardons aussi, même le président, l'ancien président Donald Trump, il est aussi il y a plusieurs Sauf que vous affaires. ne revenez pas à mes arguments. Oui. Mes arguments l'écoute me est font autorisée. penser que même s'il va en cassation, la probabilité qu'il soit condamné existe, puisque les juges sont corporatistes. Ils se soutiennent. Ce n'est même pas une affaire. Ce n'est pas une affaire que j'ai entre Brice et moi et qui amène les juges à nous juger. C'est une affaire où les juges sont partie prenante parce qu'ils valident une écoute qui est censée être sacralisée. Mais André, quand vous dites que les juges sont corporatistes, Mais quand bien vous dites sûr. que les juges s'entendent entre eux, il y a quand même Oui. des juges qui sont quand même proches de Nicolas Sarkozy. Ils ne sont pas tous entendus pour Sauf se dire que- à un moment donné, c'est la coalition des juges contre Sarkozy. Mais sauf que ça, c'est intéressant, Brice. Vous posez une question, mais vous êtes un bon journaliste. En France, je vous explique encore, en France, les juges sont majoritairement de gauche. Il y a des syndicats de droite, mais ils sont majoritairement de gauche. Et très souvent, je vous garantis, vous pouvez demander à des analystes français, les juges français sont extrêmement remuants quand c'est un président de droite qui est au pouvoir. C'est vraiment très connu. Selon vous, donc en fait, l'ancien président. Personne n'est d'accord avec est, M. Plateau. l'ancien- Mais visiblement. c'est connu, en fait. L'ancien président est une victime alors pour vous Mais dans cette affaire. sur cette affaire-là, c'est une victime. D'accord. Et dans l'affaire Big Malion, vous en pensez Non, mais- Il a été condamné aussi Non, il y a un an. L'affaire Big Malion, c'est encore une autre affaire, on ne va pas encore chose. Oui, on va faire toutes regardez les même affaires, l'affaire ça fait beaucoup. l'affaire de. Ça fait beaucoup quand même. Non seulement ça fait beaucoup, mais pas extraordinaire. Mais regardez l'affaire de la Libye, du financement de sa campagne par la Libye. Ça dit que ça fait presque 10 ans. On cherche des preuves pour savoir si sa campagne a été financée. On n'a aucune preuve, mais le procès se poursuit. À ce moment-là, c'est de la Vous avez gabegie. l'impression qu'il y a une forme d'acharnement Mais contre la personne évidemment, Nicolas je veux dire, Sarkozy? c'est de la gabegie financière. C'est-à-dire qu'on utilise l'argent de l'État pour s'acharner contre quelqu'un, alors qu'il y a des braqueurs, il y a des gens qui font des... C'est-à-dire qu'on utilise l'argent des Français. Bon, enfin, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'agouter comme ça sur quelqu'un pour avoir des preuves, pour savoir si sa campagne a été financée par Kadhafi, et on n'a pas de preuves, et on continue, et on continue, et on continue. Mais évidemment, c'est de l'acharnement. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Ben voilà. Et puis, on parle Sarkozy de est dossiers, impliqué dans pas mal de sujets, pas mal de dossiers. Peut-être que là même où il a été élargi, les juges n'étaient pas encore convaincus et ils étaient en train de chercher des moyens. Bon, je crois que le sujet de l'écoute est comme du pain béni et je crois qu'il a été jugé. Bon, on ne va pas accuser toute la corporation des avocats et du système judiciaire français. Il est avocat lui-même, Nicolas Quand même. Sarkozy. Oui, il est avocat. Oui, il est avocat, donc de profession. on attend si ces avocats vont faire appel une seconde Non, mais si, ils ont Très fait bien. appel, là, ils vont en cassation. Ils vont en cassation. Ah, Sinon, bon, il ok, parce qu'il si n'a pas la envie- cassation ne il avait- passe pas, ils vont aller justement devant la Cour européenne de justice. Mais Mais voilà. ils En tout vont cas, gagner devant la Cour Moi, européenne. j'ai ben, bien en tout envie cas, on de va voir regarder. Sarkozy avec On va son suivre bracelet l'affaire. électronique. Mais pourquoi mais enfin, Très, très bien. S'il n'est pas condamné, on Bon, le allez, condamne très bien, c'est bien les amis, c'est bon, il y a Trop pas de passion chez toi, André. Exactement. Bon, Non, en moi, tout je cas, suis passionné de la on va justice, retenir le fait du jour, et bien c'est que Nicolas Sarkozy, un appel, donc a été condamné à 3 ans, Ok. dont 1 enferme, et vous l'avez dit André, ses avocats entendent pourvoir en cassation, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Très bien, allez, retour en Côte d'Ivoire, et bien demain il y a une convocation, non, celle-là, elle est plus gentille, Ouais. convocation des partis politiques à la CEI, la Commission électorale indépendante. L'ordre du jour de cette convocation, c'est information sur les traitements du recensement électoral, information sur la liste électorale provisoire, présentation du calendrier du mode opératoire du contentieux de la liste électorale et remise de la liste électorale provisoire aux partis, aux groupements politiques. Bon, c'est l'information à retenir. C'est vrai qu'on attendait, que cette liste-là soit remise. Alors, quel est l'enjeu de cette rencontre, André? Ben, l'enjeu, c'est que pour la politique nationale tout court, on va regarder si la CEI va, écarter un certain nombre de candidats un peu, ou bien de personnalités prestigieuses. Sinon, l'enjeu factuel par rapport aux élections, c'est que, évidemment, le 2 septembre, il doit aller aux élections. Il faut qu'ils sachent, les hommes politiques. L'objectif de et la les remise, partis. je reviens à la question, l'objectif de remettre cette liste électorale aux partis politiques, c'est pourquoi? C'est pour que les partis politiques puissent, expliquez-nous un tout petit peu. Oui, non, et puis ils puissent déjà disposer de la liste, parce que la liste doit être publiée. Oui. Ça, c'est une forme de publication de la liste. Et puis, c'est de connaître aussi le mode opératoire en matière donc, et de contentieux, en matière donc de, Concrètement, s'il y a des personnes de leur parti qui ne se trouvent pas dedans, s'ils voient qu'il y a à l'intérieur de On cette pourra liste... revenir dans les détails, mais Exactement. globalement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de savoir, en l'état, qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils ont
j'allais dire, des contestations ou des contentieux à déclencher. Et qu'est-ce qui s'est passé durant la période, depuis donc la révision de la liste jusqu'à maintenant? La dernière liste, je pense, date de novembre 2020, si mes informations sont correctes. Et donc, suite à ça, suite à la diffusion, donc, il y aura effectivement une période dite de contentieux qui sera ouverte à tous les partis politiques pour pouvoir effectivement en discuter, en débattre, etc. Et je pense que bon, il y aura peut-être la question aussi autour de... dans ces listes électorales, de la validité, je ne sais pas quel terme serait le plus approprié, mais de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui sera en tout cas à la base, ils ont été radiés de la liste précédente, c'est cela? Oui, en fait, radier, si vous pensez que c'est... Enfin, vous pensez, en disant ça, si ça équivaut à prendre un stylo et barrer le... Non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens sont condamnés, ouais, techniquement, ils sont censés ne plus faire partie de la liste puisqu'ils ont perdu leur droit civique. Et quand c'est comme ça, leur nom est retiré. Donc maintenant, l'enjeu ici, comme je disais, c'est de voir si ces personnalités-là, par rapport à l'actualité politique, par rapport aux discussions entre les différents partis politiques, reviennent sur la liste. Mais ça, je dis que c'est un peu accessoire par rapport au fait que les élections, que ces personnalités soient sur la liste ou pas, doivent avoir lieu. Donc à ce moment, il faut parler justement de comment ces élections-là vont se mettre en place, comment les uns et les autres vont travailler avec la CEI, voilà, etc., etc. Ouais, vous parlez de l'enjeu, chaque fois on évoquait l'enjeu de 2000, nous sommes en 2023, mais l'enjeu 2025. Si par exemple aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé ne se retrouvent pas sur cette liste électorale, il y a peut-être très peu de chances que le président Laurent Gbagbo, par exemple, soit éligible en 2025, par exemple. De toute façon, la liste électorale, c'est le début des opérations électorales. Elle n'est pas faite uniquement pour les élections municipales de 2023. Oui. C'est une liste électorale pour toutes les élections. Voilà pourquoi on leur remet et on va voir quels sont les différents éléments qu'il faut prendre en compte pour avoir une liste électorale qui nous permettra d'avoir des élections sans grabuge pour une fois sur cette terre. C'est vrai. On évoque les cas du président Laurent Gbagbo, les cas du président Charles Blé Goudé, mais il y a un bon nombre d'Ivoiriens également qui pourraient se trouver retirés ou absents ou même rajoutés, sait-on jamais, de ces listes électorales. Et c'est pour ça qu'il y a le contentieux. Le contentieux qui, en réalité, cette discussion-là, qui permet de justifier ou pas la présence de certaines personnes sur cette liste électorale. Je crois que c'est une étape assez importante. Mais après, on s'était posé la question sur le timing. Qu'on soit toujours comme ça à la veille des élections en train de sortir des listes électorales. Donc ça fait un petit moment de suspense. Pourquoi ça ne se ferait pas régulièrement cette forme de toilettage là par exemple? Non, mais vous lisez le code électoral est clair. Chaque année, on doit faire une révision de la liste électorale. C'est une question qu'on a posée au président de la CEI, non. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément des rendez-vous comme ça pour faire. C'est chaque année, il y a une révision. Sinon, à un moment, ça ne sert à rien d'avoir une commission électorale qui est permanente. Parce qu'il faut qu'ils travaillent chaque année. Donc, ils devraient pouvoir mettre en place des campagnes de révision de la liste, etc. Mais bon, ce n'est pas le cas. On attend toujours à l'approche des élections pour cristalliser un peu les tensions. Donc, voilà. S'il y a bien quelqu'un qui attend cette remise des listes électorales, Nick Zeden, c'est bien l'honorable Assede Timoko. Lui, on se souvient, qui s'était plaint que certains électeurs avaient été, entre guillemets, selon lui, frauduleusement enrôlés. Et on lui avait demandé d'attendre justement cette période de contentieux pour pouvoir, mais lui comme d'autres. Oui, parce qu'il s'est effectivement plaint de ce qu'il y a eu comme un convoyage de personnes qui ne sont pas de sa localité. Et ce n'est pas seulement chez lui, je crois qu'il y a dans d'autres régions, dans d'autres localités, ce problème s'est posé. Effectivement, ils ont maintenant la liste. Moi, je me pose toujours la question, peut-être que André va nous dire si le délai est celui qu'il faut pour remettre la liste électorale. Est-ce qu'ils sont dans le temps? Moi, j'ai comme l'impression que de maintenant à septembre, est-ce que ce n'est pas trop court? Il y a combien de temps le contentieux Non, je n'ai pas vraiment les délais exacts. Je ne suis pas sûr qu'il y a des délais qui sont constitutionnels ou réglés par le code électoral. Mais je pense qu'il y a quand même un temps qui peut permettre objectivement de faire des contestations. Parce qu'après, il ne s'agit pas non plus de faire des contestations à tout va. Parce que
qu'est-ce qui permet de dire, parce qu'on parlait d'Assalé Timoko, qu'est-ce qui lui permet de dire aujourd'hui que X est sur la liste ou Y n'est pas sur la liste? Parce qu'à un moment aussi, il faut que ce soit des contestations qui s'appuient sur quelque chose de plus que de factuel. Donc à un moment, n'ouvrons pas on ne va pas retarder le processus parce que tout le monde a envie de se rendre intéressant et dit non, ici je ne suis pas d'accord. Il faut que ce soit factuel. On dénonce par exemple, il y a certaines personnes qui sont décédées et qui peuvent être encore sur la liste. C'est des choses si on a des preuves, on peut arriver à le démontrer. Donc moi je pense que le temps, d'ici, parce que c'est ce que disait Nick, le temps de là à mai, juin, juillet, août, moi je pense que quand même on a 3 mois pour arriver quand même à s'entendre sur la liste. Oui, la liste électorale, c'est aussi pour savoir si le nombre n'a pas démesurément enflé. Parce que la démographie, les gens savent au moins dans quelle proportion ça peut augmenter. Ça aussi, c'est un enjeu, effectivement. Oui, parce que tu te retrouves avec une population, tu viens, tu regardes sur ta liste, c'est une Au plateau, le cas du plateau, par exemple, vous en souvenez? Non, on évoque le cas du plateau et 2-3 communes parce que c'est des zones où, déjà, le plateau, c'est une cité de travailleurs. Et ça va attirer l'attention quand même. Hein, Non, ce que je veux dire, il faut parler de la spécificité des endroits. C'est une zone de travailleurs. Oui. Alors que le principe, c'est qu'on s'enrôle là où on habite. Oui. Sauf que, pendant qu'on fait le recensement, il y a certains qui sont au travail. Donc la loi permet, à travers une dérogation, de se faire enrôler là où on travaille. Et donc c'est là où parfois, au plateau, on se retrouve avec beaucoup de monde qui s'enregistre. Est-ce que cela crée un appel d'air et permet à des personnes qui finalement vont prétendre travailler au plateau de venir s'inscrire? Et donc du coup, au plateau, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des hors-zones qui n'habitent pas là et qui viennent s'inscrire. C'est un vrai débat. Et qui suscitait effectivement un débat autour de cette question. En tout cas, moi je peux vous dire que le président Laurent Gbagbo, lui, a effectué son enrôlement, on le rappelle, le 30 novembre 2022. Quant à Charles Bégoudé, c'était le 8 décembre, eh bien qu'il a effectué ses formalités d'enrôlement, voilà, pour au moins être sûr que ça a été fait. Et le reste pourrait être, hein, vous me direz ou pas sur le plateau, le reste pourrait être sujet de discussion politique. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si au cas où, hein. un truc là-dessus. Non, ça va. Non, sur la politique. Nick qui connaît mieux les politiques. Sinon, Sarah, elle est partie chercher 2 articles. Elle est partie chercher 2 articles sur oui, le parle plateau. d'abord. Allez parler des articles que vous avez, qui ont retenu votre attention, très chère Sarah. Oui, enfin, j'étais un peu curieuse de parcourir un petit peu le code électoral pour notamment comprendre quels sont les critères d'éligibilité, etc. Donc il y avait l'article 4 qui m'avait un petit peu retenu mon attention. Disons que ce que l'article stipule, c'est que les individus tout simplement condamnés, donc sans sursis, donc avec prison ferme pour vol, escroquerie, abus de confiance, etc., ne peuvent pas s'inscrire. Aussi, les individus en état de contumace, les interdits, et les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote, tout simplement. Donc, moi, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à ce code électoral. Il est très bien décrit, notamment dans le cas précis des personnes qui vivent dans une région, mais dont l'intérêt économique, par exemple, se situe ailleurs. Il peut y avoir des cas d'exception qui sont prévus dans le code. Donc, moi, je rejoins un petit peu l'avis de Nick. Je pense que ça va être assez court quand même comme période. Mais pourquoi ça va être assez court? Parce que si les contentieux prennent un peu de temps et qu'ensuite il faudra distribuer les cartes électorales, aller les chercher, etc., on parle quand même de la population de tout un pays. Non, à l'époque, il y avait 6 millions. Maintenant, avec ce qu'on va voir, on pourrait se retrouver ici, comme elle dit, si la population électorale n'a pas fortement augmenté, admettons, on pourrait se retrouver à 8, 9 millions, admettons. Ouais. C'est même pas le chiffre, j'ai envie de dire, c'est un peu l'organisation aussi. Oui, c'est l'organisation, mais pour distribuer ces cartes-là, il y a d'abord les cartes, justement, qui seront dans un certain nombre de centres. Vous êtes optimiste, André? Oui, moi je suis optimiste parce que je pense que, voilà, les élections... Parce qu'en disant toujours ça, on finit par avoir une forme de tension. On peut retirer les cartes avant, on peut retirer les cartes le jour de l'élection. Donc voilà, donc c'est free, quoi. En fait, c'est juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Faut surtout pas qu'on pense... chaque année de renouveler ces listes. Et là, comme disait, on s'en prend juste un peu avant les élections. Enfin, il aurait été quand même préférable de respecter le code et de faire ça chaque année pour éviter justement cette tension et puis cet empressement pour faire ça à 5-6 mois. Je suis sûre que tout se passera bien, je suis optimiste, mais il serait peut-être mieux de réviser cette liste tout simplement tous les ans comme il est prévu par le code. Il faut qu'un jour on respecte quand même nos textes. On a un pays, ce qui est embêtant, on a des textes. Ce pays, on te le donne sur papier, il est fantastique.
Mais qu'est-ce qui fait que l'application des textes? Il faut bien un jour qu'on fasse les choses dans... Mais pourquoi elle me regarde? Moi, je ne suis pas le fait de ne pas appliquer les textes. Alors, comme tu es souvent en train de leur trouver des excuses, c'est pourquoi elle te regarde. Très, très bien. Nick Zeden, Sarah El Wadili, André Bois sont à mes côtés. Ils vont rester, on va marquer une courte pause juste derrière. Nous serons en compagnie de Annie Tchélé, avec qui nous allons évoquer son ouvrage. Et si c'était à refaire, eh bien on le saura si elle le referait ou pas. Qu'est-ce qu'elle a même fait? Exactement. Va savoir. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous regardez le Grand Talk et nous sommes vendredi. Vous êtes à la maison, vous êtes tous les jours plus nombreux à nous regarder. Et je peux vous assurer que ça nous fait énormément plaisir de le savoir. Parce qu'il y en a qu'on ne regarde pas tous les jours. André Bois est avec nous ce vendredi. André, tout se passe bien? Oui. Vous avez eu le temps pour scruter vos notes? Oui, une pause JT pour parler de cette affaire de drogue. Vous avez vu, hein, il y a un gros sujet qui va arriver dimanche sur Live TV. Un grand sujet, c'est vrai, Brice, qui va arriver sur Live TV. Nous avons donc enquêté sur la drogue et la jeunesse ivoirienne. Il n'y a pas que la drogue, les produits stupéfiants tout court. C'est vraiment, il faut voir, c'est un vrai sujet. Beaucoup de familles détruites, beaucoup de jeunes qui sont en perdition. Ça vaut le détour. Dimanche 20h sur Live TV, il y a un problème. C'est ça. On a eu l'occasion de recevoir une invitée il y a quelques mois sur ce plateau-là qui parlait de son calvaire avec ses enfants qui sont addicts complètement à la drogue. Le processus de désintox est hyper long, hyper coûteux et très douloureux, même mentalement pour les parents. Donc on aura l'occasion de scruter tout ça en regardant. Il y a problème dimanche à partir de 20h. Merci André. Baptême de feu pour Nick Zeden ce soir. Tout se passe bien, Nick? Ça va? Oui, pour le moment, ça va. Simplement, ça va. Avant que vous balanciez André hors du plateau. Elle m'a fusillé du regard, je pense que... Sarah, tout se passe bien? Très, très bien, merci. Ça marche. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que nous a rejoint, je vous l'annonçais donc en début d'émission sur ce plateau, la magnifique Annie Tchélé, qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence sur notre plateau ce soir. Bonsoir Annie, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Très, très content de vous recevoir sur le plateau. Merci, mais je suis contente d'être là aussi. Venez pas les mains vides. Hein. Vous n'êtes pas venus les mains vides, vous nous avez rapporté un bouquin intitulé « Et si c'était à refaire ?» Confidence sur un parcours de vie. La question qu'on s'était posée juste en préparation de l'émission, on dit qu'est-ce qui était à refaire éventuellement? Mais tout. Et si c'était à refaire, c'est une question ouverte et qui s'adresse à tout le monde. Ça peut être ma vie, mes choix, mon travail, ça peut être tout. Très bien. Alors, ce bouquin, il se présente comment? Il se présente comme une sorte de journal intime. De journal intime. Très bien, c'est comme ça qu'il se présente. Oui. Il se présente comme un journal intime. Et puis en parallèle, je raconte mon parcours aussi. Donc, effectivement, je suis d'accord que vous évoquiez le parallèle parce qu'il y a des moments, il y a des dates qui sont évoquées comme dans un journal intime. Et puis l'autre partie qui évoque votre vie, qui évoque Balpoussière et on aura l'occasion d'en parler. Entre autres. Oui. Moi, tout de suite, la question que je voudrais poser, c'est vraiment Annie Tchélé, c'est avant tout une enfant de la télé, du cinéma. Pourquoi le Vous êtes arrêté sur le mot parcours, c'est ça? Pourquoi le choix de l'écriture pour pouvoir exprimer justement tout ce que vous avez ressenti ou vécu ces dernières années? Mais l'écriture, je ne l'ai pas vraiment choisie. Moi, je ne suis pas écrivaine. Hein, je ne me sens pas légitime en tant qu'écrivaine. Hein, mais disons que cela s'est imposé. Au départ, je n'ai pas pris la décision d'écrire un livre. Nous sommes arrivés en exil, en Belgique. Et pendant quelques mois, j'ai perdu l'usage de la parole. C'était un déchirement, une sorte de dévastation. Moi, je n'ai jamais voulu vivre à l'extérieur. Et donc, je ne pouvais pas parler. Et moi, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours. Que ce soit pour des scénarios, que ce soit pour des petites notes, mais j'écris toujours. Et donc, j'ai décidé d'écrire tous les jours ce que je ressentais. Comment je ne pouvais pas avoir la parole, mais je pouvais écrire tout mon ressenti. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Soit le soir, je racontais ma journée, ou le matin, j'écrivais ce que j'allais faire, ou mes réflexions, ou mes analyses. C'est parti comme ça un peu depuis 2011. Comme exercice expiatoire?
Non? Pardon? Une forme d'exercice expiatoire? Un peu, mais même au départ, je ne le ressentais pas comme ça. J'avais juste, j'écrivais juste. Et c'est en 2020 que mon frère, qui est neurologue à Paris, m'a dit, parce qu'il y a des parties, parfois je publiais sur mes réseaux. Je publiais comme ça une pensée, parfois c'était de longues périodes de prière, des versets bibliques et tout. Donc c'est en 2020 qu'il m'a dit, écoute, parce que je n'arrivais pas à faire le deuil de ma mère qui était décédée en 2015. Donc il m'a dit, c'est trop douloureux, tout ce que tu écris là, je pense que tu devrais le mettre sur papier, ça va te faire du bien. Et comme il est médecin, mais ça m'a pris du temps aussi pour l'accepter, ça, parce que je ne me sentais pas et je ne me sens toujours pas légitime à écrire. On va s'intéresser, André, il a un peu évoqué tout à l'heure, on va s'intéresser à votre parcours à Anichele. De ce parcours-là, on retient que vous êtes une artiste. Et ensuite, vous êtes une artiste engagée. Oui. Donc, comment vous expliquez cela? Je suis une artiste, oui, et je suis une artiste engagée parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des valeurs qui m'ont été inculquées et j'estime que je suis une citoyenne dans une société et il y a des choses que je n'accepte pas. Par exemple, je suis foncièrement contre l'usage des armes pour accéder au pouvoir. Et donc, quand mon pays s'est retrouvé dans une telle situation et que j'ai vu les Ivoiriens se lever, pour moi, c'était tout naturel de me joindre à ce mouvement-là. Donc, je suis engagée, mais parfois je suis engagée sur des causes. Voilà, des causes. Je me suis engagée, par exemple, pour la lutte contre le sida. J'ai fait ça parce que ça me parlait, parce que j'estimais que... J'estime que quand on est un artiste, quand on est un artiste en Afrique, il y a un côté social, il y a un côté qui va un peu, qui est du don, qui est social qu'on a. On ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe autour de soi, dans sa communauté. Et donc, voilà, tout simplement. L'engagement social, on vous le concède sans conséquences, j'ai envie de dire sans grandes conséquences. Votre engagement politique, on en parle. Est-ce que cet engagement politique-là, vous avez l'impression qu'il vous a valu à un moment donné, par exemple, de vivre ce que vous avez évoqué en début d'émission, votre exil, ce moment difficile que vous avez passé loin des personnes et du pays que vous aimez? Oui, mais en fait, je n'avais pas l'impression que c'était un engagement politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une femme politique. Je ne milite dans aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucun parti politique depuis toujours. Simplement, je me suis levée parce qu'il y a des choses auxquelles je crois. Il y a des principes de vie que j'ai. Et j'ai estimé que ces principes-là, ces valeurs-là, étaient bafoués. J'ai estimé qu'il y avait de l'injustice. Voilà. Et malheureusement, ce que vous dénonciez là voilà. était très proche de la politique, par exemple. Oui, par exemple, était très proche de la politique, mais ça, après, c'est la société qui est comme ça. Après, bon, les gens, voilà. Mais moi, foncièrement, je ne me suis pas levée en tant que femme politique. En tant qu'artiste, elle a dit qu'elle a des convictions, elle n'aime pas l'accession au pouvoir par les armes. C'est ça qui a fait qu'elle des armes, tout simplement. Oui. Elle s'est engagée, mais là, on l'a vu effectivement, cet engagement, on l'a vu dans le cercle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas une femme politique, mais votre engagement vous a rapproché de ce premier président. Moi, j'ai bien envie de vous demander quels sont aujourd'hui vos rapports avec ce monsieur, parce que dans la préface, on a dit que celui dont la vision est à la base de votre engagement. Je voulais donc savoir aujourd'hui quels sont vos rapports avec ce monsieur. Et si c'est du président Laurent Gbagbo que vous parlez dans cette préface, par exemple? Non, pas du tout. Ben voilà. Dans la préface, ce n'est pas elle qui a écrit, c'est celui qui a fait la préface. Il a dit qu'elle admire Laurent Gbagbo, celui dont la vision est à la base de l'engagement de l'engagement de je l'admire toujours. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui quels sont les rapports avec votre... C'était aussi votre référence politique. Non, je n'ai pas de référent politique puisque je ne suis pas une femme politique. Mais il est vrai que nous avons mené un combat et le combat, tout combat est incarné. Et c'est lui qui l'incarnait. Donc, effectivement, évidemment, on était proches. On est toujours. Moi, j'ai toujours de l'admiration pour lui. Hein. Je n'ai pas de problème. Simplement, moi, maintenant, le combat est fini. C'était le temps du combat. Le combat est fini. Moi, je vis en Europe et je me reconstruis.
je me donne un autre départ par rapport à mon travail, mon métier, et c'est ça que je fais. En parlant justement de départ, j'aimerais vous demander quel a été l'élément déclencheur justement de votre départ en exil et comment s'est-il passé ce départ? Quel a été l'élément déclencheur de mon exil? On était pourchassés. Hein. On était voilà, on était pourchassés pour être... Non, en fait, c'est comment vous racontez, comment vous pouvez nous raconter, parce qu'on l'a lu dans le livre. Oui, parce qu'il y a une date, façon dont ça s'est passé. Je cherchais exactement le jour, c'est le 31 mars. Le 30 mars. Le 30 mars, une date assez importante. Oui. Parce que là, vous voyez, permettez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que vous voyez à ce moment-là votre monde en train de s'écrouler devant vous. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça que Sarah veut dire. Oui, comment vous pouvez nous raconter justement ce déclenchement-là de se dire finalement on sera obligé de partir? Oui, on a été obligé de partir parce que le 30 mars, on était en toute confiance. Hein. Nous, on nous disait tout va bien, tout va aller. Et puis, mais je le dis dans mon livre. C'est ça, c'est ce qu'on veut vous entendre raconter. Ça va inciter sans doute beaucoup à lire. Pas spoiler le livre, mais bon, juste une petite séquence. Pas le spoiler, mais... Mais qu'est-ce que vous avez lu, vous? Dites-moi Bah ce oui, que vous le 30 avez lu. novembre, vous avez M. Katina, vous dire qu'on l'a lu, vous avez M. Katina en ligne qui vous rassure, et là, vous êtes de chez vous, vous apercevez des camions de déménagement. Donc, on a juste envie que vous partagez, nous, on l'a lu, mais pas Voilà, les c'est téléspectateurs. ça. Donc, Ouais, le voilà, 30 Foufou. mars, on est chez nous, et M. Katina, le ministre Katina, est notre voisin. C'est ça. Et donc, un moment, je l'appelle parce qu'il y a des mouvements dans notre quartier, là où on habite. Donc, je lui dis, monsieur le ministre, il y a ça qui se passe, qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas et tout. Parce que nous, on est en toute confiance. C'est ça. Et il me dit, non, il n'y a pas de problème. Je suis avec le président Gbagbo, nous avons une réunion. Quand je finis, là, je te rappelle, mais rassure-toi, il n'y a rien du tout. Et donc, moi, je suis au salon. Après, je viens au balcon. Et mon mari est assis là, donc je lui fais le compte-rendu de la conversation que j'ai eue, que je viens d'avoir avec le ministre Katina. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde, il y a des camions qui déménagent toute la maison de M. Katina. Tout est en train de partir et là, je tombe des nues. Donc, quand j'essaye je le rappelle, je ne l'ai plus au téléphone. Quand je le revois, nous sommes dans l'embarcation qui nous emmène à Bassam, du petit village de Mbadon jusqu'à Bassam. Donc, c'est comme ça qu'on part. Quand ça se passe, mon mari me dit, allez, tout de suite, prends quelques affaires, on part d'ici. Et c'est notre pasteur qui nous dit de venir et qu'on arrive chez lui. Mais quand on arrive chez lui, mon mari reçoit à ce moment-là un coup de fil des gens qui s'apprêtaient à venir chez nous. Et quelqu'un au milieu d'eux dit, je vous aime beaucoup, vous êtes des artistes que j'aime. Quittez votre résidence parce que ce soir, on est chez vous à 22 h et de chez vous, on va chez M. Gagui Sely. Donc, il faut le prévenir. Donc, lui, il appelle Gagui Sely. Mais à ce moment-là, on a quitté la maison. C'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on part. Quand vous nous racontez une telle histoire, bon, je veux revenir sur le titre de votre ouvrage, c'est « Et si c'était à refaire ?» Finalement, on se dit, est-ce que cet engagement, si c'était à refaire, vous n'auriez pas pu adopter une position plus médiane ou différente par rapport aux belligérants qui vous auraient épargné ce coup dur-là? Parce que vous auriez pu être quelqu'un qui allie ceux qui ont été attaqués et ceux qui attaquaient, par exemple. Mais ça, après, avec si c'était à refaire. Hein, avec Ainsi, on refait le monde. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se refait pas. Moi, je ne me renie pas. J'ai toujours les mêmes valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai les mêmes valeurs. Mais peut-être que j'aurais effectivement fait différemment. Je ne sais pas, mais j'aurais fait différemment, ça c'est sûr. Si on devait refaire le monde maintenant, là, j'aurais certainement fait... Je n'aurais pas eu confiance dans les gens à qui j'ai eu confiance à ce moment-là. Je n'aurais peut-être pas fait... Il y a des choses, mais on ne sait pas. Avec Si, on fait tout. J'ai une petite question. Oui. Quand vous vous revoyez avec le ministre Katina, quel genre de conversation vous avez? On n'a pas de Est-ce que depuis vous vous êtes parlé? C'est déjà ça. Non, mais même dans l'embarcation, on n'a pas de conversation. Il a le regard baissé. On n'a pas de conversation. Il y avait plein de gens dans cette embarcation-là. Il y avait le ministre Monet et son épouse. Il y avait... Oula, il y avait du monde, hein, mais on n'a pas de conversation. Il ne nous regarde pas, il n'explique pas, il ne dit rien. Et depuis, moi, on ne s'est jamais adressé la parole. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais parlé. Mais c'est quelque chose qui m'a profondément choqué, qui m'a profondément remué. Voilà. Moi, je voudrais, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes toujours, c'est votre mentor, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur... Le mentor de qui? Non, j'ai dit mentor, enfin, quelqu'un que vous admirez toujours, hein, le président Gbagbo, mais il y a quelque chose que vous racontez dans le livre qui concerne une supposée nomination à la tête d'un organisme du cinéma. Oui. Est-ce que, quand vous racontez ça comme ça, si c'était à refaire, est-ce que vous vous dites que vous auriez pu mériter
de diriger un organisme du cinéma, vous êtes une passionnée de cinéma, on sait ce que vous représentez justement. Est-ce que vous vous dites, est-ce que finalement, je n'ai pas été trahi quelque part dans le choix que j'ai fait et je n'ai pas été suffisamment récompensé? Est-ce que ça, quand vous racontez ça, on peut penser ça comme ça ou pas? Non, parce que je n'ai pas fait les choses pour être récompensée. Moi, j'étais en train d'aller aux États-Unis. J'étais en train d'aller m'installer. J'avais été demandée pour aller m'installer là-bas. Quand j'ai expliqué que je partais, le président Gbagbo m'a dit « Reste ici et puis travaille sur un projet d'office du cinéma ». J'y ai travaillé pendant 3 ans. J'y ai travaillé, je l'ai bâti. Mais en même temps, je disais « Moi, je peux le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais le diriger. » Je le disais déjà avant que je finisse le projet. Donc, ça ne s'est pas fait, d'accord? Dès l'instant où on a annoncé publiquement qu'on allait me nommer, moi-même intérieurement, je savais que ça ne se ferait pas. Pourquoi? Parce que quand on veut nommer un homme, on n'annonce pas. Donc, dès l'instant où ça a été nommé, ça a été annoncé, je savais que ça ne se ferait pas. Quand on a fini, c'était à la cérémonie d'ouverture du FICA. Après la cérémonie, je suis rentrée chez ma mère, paix à son âme, comme je faisais toujours. Quand je suis rentrée, c'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais quand on veut nommer un homme, c'est tout ce qu'elle a dit. On a mangé, puis je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc, et vous n'avez jamais été nommé? Et je n'ai jamais été nommé. On n'a pas loupé. En fait. Ouais. Moi, je voulais revenir sur l'épisode avec Koné Katina. Mais dans le livre, la date du 22 juillet 2019, je vais lire et puis on va voir, découvrir la face hideuse de ce qu'on croyait connaître et apprendre qu'on a vécu pendant toutes ces années dans le mensonge et la duplicité. Quel choc! De quoi s'agit-il? Parce qu'à un moment, c'est vrai, Laurent Gbagbo est vous l'admirez toujours, mais à un moment, quand il était encore en exil, quand vous aussi vous étiez en exil, il y a comme un genre de passe d'armes entre vous et ceux qu'on appelle communément les Gors. Quelque part, même vous avez encore dit le 27 août 2018, affaire Simone dit merci à Alassane, au 3e paragraphe, j'ai encore eu droit à mon lot d'injures, de venin, que vous reprochent tous ces gens. Parce que quand on lit ça, il y a quand même quelques amertumes dans ce que vous Non, vous je ne sais pas, ce n'est pas de l'amertume. C'est vrai que moi, je ne suis pas Gore, je l'ai toujours dit. Oui, Le terme Gore est né dans la résistance. Moi, je suis patriote. Les Gore, c'est Gbagbo ou rien. Moi, je ne suis pas Gore, parce que j'ai toujours dit que c'est trop radical de dire Gbagbo ou rien. Ça me semblait trop radical. Oui, voilà pourquoi je veux savoir qu'est-ce qui a fait que Mais c'est mon indépendance. C'est ma liberté de penser. Je ne rentre pas dans les rangs. C'est ma liberté de penser. Je veux garder ma liberté de penser. C'est ça, tout ça, c'est ça. C'est ma liberté de penser, c'est ma proximité avec Charles Blé Goudé, c'est ma proximité avec Simone Gbagbo. Mais c'est avant tout ma liberté de penser. J'ai toujours gardé ma liberté de penser. Quand vous évoquez la proximité, on est amené, c'est vrai, c'est très intéressant ce que Adini Zeden a rappelé, ce que vous avez écrit. Est-ce que finalement, le côté un peu personnel dans ces relations-là, Gbagbo d'un côté, Simone, Charles Blé Goudé, est-ce que le relationnel n'a pas finalement été une ligne de fracture politique? C'est-à-dire qu'on est plus, vous n'êtes pas en désaccord politique, mais est-ce que le relationnel n'est pas devenu une ligne de fracture politique? Mais moi, je ne peux pas avoir une fracture politique. Parce que je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. C'est-à-dire tout ce qui est politique ne me concerne pas. Non, ça, moi, j'ai une relation avec des gens. C'est-à-dire que dans la vie même, c'est comme ça que je fonctionne. Je dois admirer une personne pour ce qu'elle est, pour ses valeurs, pour sa personnalité. C'est ça qui m'attire vers une personne. Mais dans tous les domaines, que ce soit en amitié, que ce soit... Voilà, dans tous les domaines. Donc, je n'ai pas de fracture politique. Moi, j'ai toujours été proche de Charles Blé Goudé. On est proche depuis 2002. J'ai toujours été proche du docteur Simone Yves Gbagbo. C'est son mari qui me l'a confié, qui me confie à elle. Elle est mon témoin de mariage. Je me suis mariée en 2004, le 2 juillet 2004. Donc, ce n'est pas une relation de maintenant. C'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai des relations avec des gens. C'est comme j'ai été proche du président Gbagbo avant qu'il aille en prison. Et même jusqu'en prison, j'allais le voir, je commençais à aller le voir. On l'a transféré le 5 décembre 2011. Dès 2012, dès que j'ai pu avoir mon passeport
européen, parce que l'Ivoirien était périmé. Dès que je l'ai eu, je suis allée là-bas jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Donc, je n'ai pas de... J'ai des relations avec des gens... Alors justement. Des relations humaines, quoi. Je veux dire, on ne peut pas tout faire sous le prisme de la politique. Voilà. Bah justement, ces relations, on va terminer là-dessus. Vous allez me dire bonnes, pas bonnes ou moins bonnes. Vos relations aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo, vous les situez comment? Bonnes, pas bonnes, très bonnes? Je ne les situe pas, je n'ai pas de relation avec lui. Moi, je vis en Europe, lui vit ici. Donc, je n'ai pas de relation avec lui. Pour quelqu'un que vous admirez, pour quelqu'un qui est... Parce que quelque part, ça a été écrit, je ne sais pas si c'est moi qui ai vous me dites ça, on mais dit, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire. dans la préface, il est écrit « dont l'engagement prend racine dans son attachement à la vision du président Laurent Gbagbo et de son épouse, qui sont ses références ». C'est votre préfacier qui dit ça. Oui. Et s'il le dit, c'est que quelque part, vous êtes quand même d'accord avec lui. Donc aujourd'hui, je me demande, quand vous dites, lui, il est en Côte d'Ivoire, moi, je suis en Europe, on n'a pas de relation. Mais même quand vous avez été à l'engagement patriotique, c'est parce que ces institutions qu'il incarnait avaient été attaquées. Donc je veux quand même savoir, quand vous dites, il est ici, moi je suis là-bas. Ce que je veux dire, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dans la polémique inutile. Moi, j'ai écrit un livre. Mon livre ne tourne pas autour du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ce qu'on dit. Voilà. C'est ce qui est écrit qu'on lit et on aimerait bien comprendre. Non, je veux aller jusqu'au bout de ma pensée. Okay, je veux dire, moi, je ne suis pas dans la polémique. Quels sont vos rapports? Mais quand moi j'ai des rapports avec le président Gbagbo, ce n'est pas sur un plateau télé que je viens me justifier. Je veux dire, ce n'est pas important en fait. Aujourd'hui, qui je suis, ce n'est pas important que j'ai des relations avec le président Gbagbo ou pas. Ce n'est pas important. J'ai pris un départ. Je suis en train de... Je reconstruis ma vie. Ce livre, ça a été ma thérapie. Ce qui m'a guéri, c'est ma foi et l'écriture. L'écriture a ceci de fabuleux que c'est un art solitaire, alors que moi je viens du cinéma, qui est vraiment, c'est toute une chaîne, c'est l'industrie cinématographique, donc c'est différent. Donc ça m'a permis de rentrer en moi-même, de sortir ce qui pouvait me guérir. Voilà, donc c'est ça. Mais Annie, vous êtes gentil de dire ça, oui. Mais je veux dire, quand vous dites si c'est à refaire et que le bouquin, un tout petit peu intitulé Parcours, Confidence sur un parcours, votre parcours, c'est également vos relations. Mais oui, c'est mes relations, mais il n'y a pas que mes relations avec le président Gbagbo. Il y a mes relations dans ma vie, dans ma famille, il y a tout ça. On s'apprêtait à vous vous apprêtiez on évoquait tout ça. C'est juste que c'est l'une des références les plus quand même importantes. Mais comme Brice l'a dit, on va avec les autres. Simone Gbagbo aujourd'hui, elle a reçu le livre. Quel est son retour? Enfin, je ne vais pas de nous faire des confidences extrêmes. Elle a reçu le livre. Et elle était la marraine littéraire de la dédicace qui a eu lieu mercredi. Elle était là. Ouais. Elle a reçu le livre. Voilà. Et si on revient un petit peu à aujourd'hui, donc 2023, j'aimerais savoir, moi, ce que vous pensez un petit peu de la réconciliation et de ce qu'entreprend aujourd'hui le gouvernement pour réconcilier les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, la réconciliation, je le vois avec Charles Blé Goudé. C'est depuis la prison qu'il a pris la décision de... Il a dit que ce qui est important, c'est de construire la paix d'abord. C'est ça. Et donc, depuis la Haye, il a pris sa décision, c'est peut-être depuis 2015 comme ça. Et j'entends ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que la réconciliation, c'est une bonne chose. C'est grâce à la réconciliation que moi, j'ai pu rentrer en Côte d'Ivoire. En juin 2022, c'est le ministre Kakabe qui me fait appel. Je viens à Paris. Il me dit, il faut que tu rentres. Le président Ouattara m'a dit de faire rentrer tous les exilés. Je dis, OK. Mais je n'étais pas tout de suite chaude. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce pays. Pas par rapport aux gens, mais par rapport à ce que j'avais vécu. Vous savez, moi, ma maison, par exemple, qui a été saccagée, je suis venue ici 3 fois. Je ne suis même pas allée la voir encore. Donc, j'étais dans ce... Donc, c'est vraiment... Ça a été petit à petit, puis j'ai été convaincue, je suis rentrée. Il m'a dit, il faut que tu rentres parce que, culturellement, il faut que tu ailles faire le deuil de ta mère, la levée de deuil. Donc, je suis venue et ça m'a fait un bien fou. Hein. J'ai vu que les gens étaient
magnifique. Est-ce que vous imaginez un jour, au bout de votre thérapie, parce que je suppose que c'est le début de la thérapie, Oui. est-ce qu'au bout de la thérapie, un jour, vous pourrez un jour peut-être adresser la parole au ministre Katina? Oui, je peux lui adresser la parole. Moi, je suis croyante, je suis chrétienne, je peux lui adresser la parole. Je n'ai rien contre lui, hein. C'est-à-dire que je n'ai rien, je ne le hais pas. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé et qui m'a choqué, mais c'est bon. Justement, comme Brice dit, est-ce que le livre, finalement, c'est une parole à chacune des personnes, des protagonistes à qui vous reprochez? Est-ce que vous vous adressez finalement à ces personnes-là et vous ressentez ça comme ça, même si vous ne pouvez pas le livre, c'est moi-même. C'est vous-même, très bien. Voilà, c'est moi. Je ne m'adresse à personne. Très bien. Voilà. Annie Tchédé, merci beaucoup d'avoir été sur notre remercie. plateau. On aura certainement... Bon, après le livre qui est beaucoup plus intimiste, est-ce qu'on va vous retrouver sur un plateau de télé, sur un plateau de cinéma, des films, des projets? Oui, j'ai des projets, mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Le cinéma, on ne fait pas un film avec des bouts de ficelle. Brice, pardon, un mot sur ça. Le cinéma ivoirien depuis. Qu'est-ce qu'on pense à Annie Tchédé? Je n'ai pas beaucoup suivi. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de séries télé. En termes de cinéma, je n'ai pas vu qu'il y avait vraiment des... Il y a le cinéma et puis il y a les films de télé. C'est ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a une série que j'aime beaucoup, hein, Les coups de la vie, des choses comme ça, mais en termes de cinéma, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le cinéma est une volonté, une affaire de volonté politique. Partout, ça s'est développé. Hein. Donc, j'espère que le gouvernement va mettre les moyens, parce qu'on ne fait pas un film avec des bouts de ficelle. Ça coûte de l'argent. Un bon film. Annie, le film est... le film. Ah oui, c'est bien. Le livre, et surtout jamais, hein, on va peut-être l'adapter un jour. Le livre, il est disponible chez tous les bons libraires. Chez tous les bons libraires, à 5 000 francs CFA seulement, Très pour bien. la Côte d'Ivoire. Donc, que chacun lise, achète son livre, lise et se fasse sa propre idée. Voilà. Annie Tchédé, et si c'était à refaire, confidence sur un parcours de vie, merci d'avoir été sur notre plateau pour en C'est moi parler. qui vous remercie. On donnera rendez-vous très bientôt, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Lundi, on sera là, Dieu voulant. Prenez soin de vous et des autres. Merci André, merci Nixen, merci beaucoup Zeden, merci beaucoup. Merci Sarah, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour souhaiter une bonne fin de week-end. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Amen.